Salut, je m'appelle Martin Poulain-Garé, je suis musicien, je joue dans Crabe et dans plusieurs autres groupes. Je pense que la première fois que j'ai découvert un goût particulier pour la musique, c'était pas vraiment de la musique, à vrai dire. C'était mon père ou ma mère, mais je pense que c'était plus mon père, dans sa collection de vinyles. Il y avait un vinyle, un Flexi. Un Flexi, c'est 45 tours. Là, il y avait ça dans les magazines, des fois, des trucs comme ça. C'est super mince, puis on pouvait le plier. Puis lui, il avait un Flexi octogonal, rouge. Puis c'était des bruits de moto qu'il y avait dessus. Puis c'est là que j'ai compris le concept des disques en tant que tel, tu sais, qu'on pouvait les faire jouer, puis tout ça. Puis là, en creusant, mais ça m'a allumé, tu sais, au fait que je pense que ça a influencé beaucoup après mes compositions 20 ans plus tard, là, les côtés expérimentaux. Mais le disque de bruit de moto, ça m'a ouvert les yeux. Aussi, il y avait Disco Doc. Je pense que c'était peut-être plus ma mère, peut-être, ça, je sais pas, là, mais c'était une chanson, en tout cas pour les gens qui connaissent ça, Disco Doc, là, c'est fort, c'est assez puissant. Sinon, il y avait la trame sonore de Astro. Le robot en vinyle aussi, 45 tours, objet maintenant de collection, artefact. Puis non, mais ça, c'est vraiment quand j'étais très, très jeune. Mais je me souviens, tu sais, il y avait aussi une compilation de Noël comme funk un peu, que j'ai retrouvé il y a environ 5 ans dans un magasin quelconque là, de trucs usagés, que j'ai pris pour les souvenirs, puis je l'ai réécouté, puis c'était super bon pour vrai, super bien fait. Puis ça, c'est vraiment les premiers trucs que je me souviens consciemment d'avoir aimé, puis danser là-dessus. Musique très... Aussi, alors, il y a d'autres choses. Musique années 80, beaucoup style In Excess, mais je suis né en 83, fait que dans ces années-là, c'était très chaud. Power of Love, dans Retour à le futur, tout ça. Je dansais beaucoup sur mon bureau, là. J'ai comme découvert la danse là, mais ça a été ma seule période de danse. Puis par la suite, mais tu sais, ça c'est enfant, mais j'avais déjà comme mis le doigt sur la musique, j'aime ça quand même beaucoup. Puis peut-être préadolescent, je me souviens d'avoir écouté à la télé, une chaîne qui maintenant ne passe plus vraiment de musique, mais Musique Plus. Il y avait le combat des clips. Puis là, je me souviens pour la première fois de ma vie d'avoir flashé puis dire ça, j'aime ça pour vrai. Puis tu sais, entre vraiment deux trucs, là. Puis j'ai demandé à mon père si je pouvais appeler. On pouvait appeler pour voter. Puis, ouais, je pense que c'était Guns N' Roses comme November Rain contre Def Leppard, un vidéoclip en 3D, il me semble. Puis en bout de ligne, j'aime plus ça du tout maintenant, mais ça, c'était vraiment mettons, l'événement qui m'a vraiment ouvert les yeux. Puis après, j'ai peut-être plus accroché à Musique Plus pour découvrir des nouveaux trucs. Puis là, j'ai découvert peut-être après Solid Rock à Musique Plus. Puis des trucs plus élevés. Aussi avec Maison Columbia, ben, c'était un truc avant qu'on pouvait acheter de la musique, on recevait un catalogue, on faisait nos sélections, notre sélection, puis c'était par cassette. Bon, on recevait une boîte de cassettes, puis à partir de là, j'ai beaucoup découvert de trucs parce qu'il y avait soit on recevait des boîtes promo de cassettes différentes, j'ai découvert beaucoup de trucs. J'étais en 6e année, puis j'écoutais Chaos AD de Sepultura. j'ai comme fait wow. Puis Nirvana Nevermind, quand ça a sorti, là j'ai vraiment pogné un gros buzz là-dessus. Là, ça, puis encore aujourd'hui, Nirvana, c'est un truc que j'écoute, puis qui m'influence beaucoup, 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 beaucoup. Puis non, c'est ça, c'est la première fois, puis je pense que le plus vieux frère de mon ami avait l'album quand il venait de sortir, puis on allait chez eux, puis on écoutait. Puis j'étais comme, moi, ma préférée, c'est le numéro 4, puis le numéro 6, puis tout ça. Puis je me souviens que Lithium était là-dedans. En tout cas, un détail. Mais ouais, à partir de, je pense, il y a eu plusieurs étapes conscientes, mettons. Mais quand j'ai découvert Nirvana, ça me, peut-être autour de, je sais pas, je pense, fin 5e année du primaire,
Fait que je sais pas quel âge là, qu'on a à cet âge, mais en tout cas, peu importe, là, mais assez jeune. Là. Sûrement à 9 ans, je sais pas. Puis, ouais, Nirvana, ça a été le gros truc qui a fait la brisure un peu de l'innocence musicale. Tu sais, j'aimais des trucs comme Disco Duck, mais tu sais, j'étais peut-être pas très conscient. J'ai comme passé par Guns N' Roses. Première cassette avec ma mère, c'était Guns N' Roses, je sais pas trop, là, mais je me cherchais, tu sais. Puis là, quand j'ai découvert Nirvana, j'ai dit, wow, ça c'est le son que j'aime, là. Fait que Nirvana, ça a comme fait le début de jusqu'à ma vie, mettons, adulte, là, musicale. Là. Puis dans la musique, mettons que je vais écrire ou juste la façon de jouer la guitare, la façon de percevoir la musique. Nirvana, je sais pas si c'est parce que c'était l'âge ou quoi que ce soit, mais ça m'a super gros marqué. La façon de jouer, il y a des gens, mettons, surtout quand je joue la guitare, Kurt Cobain, il jouait de la guitare, tout ça, c'était comme wow. Il pitchait sa guitare des murs, il était bon, puis il avait sa technique, mais tu sais, sa technique, c'était de s'écouter lui-même, là, direct au... S'il voulait jouer croche, il jouait croche. Là. Le but, c'était de lui transparaître au travers de son instrument, sa guitare, sa musique, ses paroles. Chanter un peu faux, tu sais, tout croche, mais il chantait super bien. Fait que ça a beaucoup influencé jusqu'à aujourd'hui, là, la façon que moi je perçois la musique, puis la façon que je la joue aussi, en gros. Ouais. Au début de tout, là, je pense que mon père m'avait acheté une guitare autour d'11 ans. C'est pour ça que tantôt, là, je disais 9 ans, là, mais autour d'11 ans, j'ai eu ma première guitare. Puis, comme étant dans les années 90, j'étais beaucoup influencé par la musique, c'est ça, alternative de l'époque. Puis, au début, je pense que j'avais quelques amis autour de moi, mais on était tous guitaristes, donc on n'avait pas vraiment de groupe ensemble, là. On jouait plus pour le plaisir. Mais ça a beaucoup commencé, là j'ai demandé à mon père des livres de partition, mais n'ayant pas pris de cours, je pouvais pas lire les partitions, mais il y avait des tablatures dans le temps. Bien, il y en a encore aujourd'hui, mais ce que je demandais, c'était des livres de tablatures. Exemple de Rage Against the Machine, le premier album. Puis ça a aussi ouvert mes yeux sur les sons différents qu'on peut faire avec des pédales d'effet, par exemple. Je demandais beaucoup de tablatures, puis là, je commençais à apprendre. Quelqu'un m'a montré, je me souviens, ça a été une révolution pour moi, faire une technique de palm muting qui est utilisée, je veux dire, dans la musique, là, au niveau de la guitare, de la basse ou quoi que ce soit. Ça aussi, ça m'a ouvert les yeux. Fait que là, je disais, OK, ben, je commence à être pas pire, je pourrais peut-être jouer de la musique avec des amis. Puis j'avais quelques amis, mais on était une petite gang de bums, mettons, là, puis ça allait pas loin. Puis moi, j'étais à la guitare. Pardon. Lui était à la guitare basse. Mais ça passait pas. C'était pas une belle expérience, je trouvais. Puis là, par la suite, j'ai un ami comme du primaire que j'avais pas vu depuis, je pense qu'au moins 10 ans. Puis il était plus vieux que moi. Puis j'ai un autre ami du primaire qui était de mon âge, mais en tout cas, je sais pas de quelle façon ces deux-là se sont rencontrés. Puis il y en avait un en batterie puis un en basse. Puis là, ils m'ont contacté via téléphone. Puis ils m'ont demandé de jouer de la guitare dans leur groupe. Et puis c'était bien le fun parce que, tu sais, c'était des amis. Puis là, c'était pas le même pattern. Là, j'étais plus à l'aise avec eux. Puis je me souviens d'avoir passé le truc. Puis c'était très, très... on avait full influences différentes. Puis je pense qu'il y avait un chanteur à ce moment-là, lui qui était très Limp Bizkit, en tout cas plus rap metal. Puis ça a été ça le premier groupe qui s'appelait Switchback. C'était assez puissant comme nom. Pourquoi, j'ai aucune idée. Ça veut... Puis c'est ça, mais c'était quand même, pour moi, mettons,
au niveau de la composition, c'était quand même comme embryon crabe qui est quasiment 15 ans plus tard, tu sais. Les chansons avec des structures un petit peu cassées, des trucs un peu bizarres. Puis, sauf que les musiciens avec moi, tu sais, embarquaient là-dedans aussi. Mais le chanteur, lui, il avait vraiment sa vibe, là, très rap, là. Puis, fait que ça faisait un mix assez particulier. Fait que là, on avait eu ce groupe-là, le chanteur a quitté. Puis, par la suite, on a recommencé sous un autre nom. Mais c'était mon ami bassiste qui chantait. Fait que là, il y avait moins de yo. Mais on respecte quand même tous les styles de musique. Puis là, ça a été un peu plus bizarroïde comme truc, un petit peu. Puis le batteur, qui est mon ami d'enfance aussi, lui, m'a fait découvrir un groupe qui a changé ma vie, mais un petit peu plus tard, les Melvins, là, qui sont un peu dans la même direction que Nirvana, mais ils jouent encore aujourd'hui. Fait que, ils ont été... ça, c'est déjà un plus, tu sais. Puis ils sont très audacieux dans leur musique, puis dans leur façon aussi, de livrer un album de façon à ce qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent, à vrai dire. Mais c'est tout le temps super pertinent. En tout cas, Marc-Antoine Étier m'a fait découvrir les Melvins, puis c'est ça. Fait que ça a ouvert mes yeux. Puis là, notre groupe, avec Alexandre Poirier, tant qu'à dire, à nommer les gens, on a joué peut-être comme ça 2 ans, je dirais, à Valleyfield. C'était très puissante scène locale à cette époque-là. Fin 90, début 2000, puissante scène locale. On arrivait à... Moi, j'étais au secondaire. Fait, c'est peut-être 98, 99. On arrivait à organiser des spectacles dans une salle style Chevalier de Colomb. Une salle là, qui est décrépite, là, que le toit nous tombait sur la tête. Il y avait peut-être 150 personnes, que des groupes locaux. Ça se fait plus maintenant. Là. C'est même... là, on joue beaucoup plus à Montréal avec Crab, puis on a beaucoup plus un genre de notoriété, on va dire, puis un suivi. Mais jamais on va faire des 150 personnes. Mais, tu sais, je veux dire, pas jamais, mais dans un contexte comme celui-là, tu sais. Puis on jouait beaucoup, c'est ça, dans cette scène-là qui était très métal, bizarroïde. On jouait avec... beaucoup avec un groupe qui s'appelait Anachronisme. Puis là, je me rappelle d'un spectacle, c'est ça, on était juste nous deux, Anachronisme, Skinky, dans le sous-sol d'un espèce de bar dont les ficelles étaient tirées sûrement par les caïds de Valleyfield. Parce que je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le temps, c'est quand même comme ça. Tout ça pour dire, c'était quand même un trou assez poisseux. On descendait dans ce sous-sol-là, puis on était juste 2 groupes. Puis on avait fait sold out le sol, 200 personnes. Puis c'était fort pour 2 groupes locaux, là. Puis, puis dans ce temps-là aussi, le côté performance se développait un petit peu. On avait acheté une piñata. Puis moi, je travaillais à l'épicerie dans ce temps-là. J'avais pris plein d'abats au boucher. Je l'avais mis dans la piñata. Puis on avait un ami qui brisait la piñata. Tu sais, on parle, là, quand c'était pas pire, pareil. C'était audacieux, tu sais. Fait que ça a été l'époque Valleyfield. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, j'ai eu le groupe... on a joué peut-être 2 ans comme ça. Oui, puis là, après ça, au secondaire. J'étais au secondaire, mais en même temps, j'ai dû rencontrer David Dugodillon, que vous avez déjà vu à l'émission, je pense. Puis, dans ses 42 000 groupes, bon, ben, j'ai commencé à jouer avec lui, puis qui est un autre genre vraiment plus expérimental, lo-fi. Puis c'est là que j'ai formé Crab avec David, en 2007. Ouais. Puis on savait pas trop, on voulait un duo, style, en tout cas pour les gens qui connaissent un peu Lightning Bolt, des trucs vraiment duo extra, je dirais, genre extra sauce. Puis finalement, on savait pas trop, puis ça a donné ça. Puis j'étais pas supposé chanter, puis moi, chanter, j'ai toujours
même là, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, je suis comme, j'aimerais être vraiment bon chanteur. Des fois, je vais sur YouTube checker, regarder comment bien chanter, puis je comprends pas. Mais du moins, j'ai l'intérêt pour m'améliorer. Mais dans le temps, c'est ça, on n'était pas supposé avoir de chanteur quelconque, donc on était supposé avoir du sax. On avait écrit au saxophoniste d'Arsenic 33, qui était une grande influence pour nous autres, qui est encore une influence, puis qu'on a l'honneur de jouer pour leur 25e anniversaire, leur tournée en ce moment, en 2017. Leur tournée 25e anniversaire avec eux, Crab, puis ils trippent bien raide sur nous autres. Fait que comment demander, quoi demander de mieux, tu sais, nos pères, ça arrive souvent, ça, des fois, que nos espèces de mentors viennent nous voir, sont peu, mais quand ils viennent nous voir, ils sont vraiment dedans, puis ça, c'est vraiment flatteur. Fait que tout ça pour dire qu'on va demander au saxophoniste dans 533 s'il est intéressé à mettre du sax sur nos tunes. Finalement, il a envoyé des chansons avec de la basse dessus. Fait que là, on a dit, c'est peut-être pas ça qu'on veut, fait qu'on n'a pas fait le truc. J'ai laissé Qu'est-ce qui est de Crab, plus précisément? Ça fait, comme je disais, ça fait 10 ans que ça existe. Maintenant, ça fait environ 3 ans. David a quitté. J'ai un nouvel acolyte, Gabriel Lapierre à batterie. Puis, depuis qu'il est arrivé, on a sorti notre 5e ou 6e album, Le Temps file. Depuis, Crab, c'est... Étant donné qu'on est vraiment dans le champ, à gauche, mais dans la scène, mettons, montréalaise, musicale ou québécoise, c'est quand même un combat un peu... On est un peu pour un public niché, pointu. Donc, c'est quand même un combat pour continuer dans cette forêt-là où on est quasiment... On n'est pas tout seul du tout, mais en tout cas, moi, des fois, je me sens seul. Étant donné aussi qu'on fait tout nous-mêmes, bien là, ça a changé, en tout cas. Mais tout pendant nos 10 ans, on fait tout nous-mêmes. Bon, fait que je me vois vraiment avec Gab dans notre forêt, plein d'arbres. On est seul, puis on coupe des arbres, puis c'est des efforts. Puis la pente, on s'améliore. Bien, on s'améliore. Oui, on travaille tout le temps sur nos trucs, on essaye de tout le temps trouver de nouvelles idées intéressantes, de nous avoir... Oups! de nous avoir toujours autant de plaisir, ça c'est plus important. Puis aussi pour que les gens qui aiment notre musique ne nous trouvent pas trop redondants, tu sais. Donc ça, c'est super important de trouver des bonnes idées qui nous allument en restant authentique, en jouant nos chansons un peu tout croche, mais c'est pas grave. L'important, c'est de la partager puis qu'il y a des gens peut-être qui vont la recevoir. Puis là, mettons, on va dire en 2017, je me suis dit, on va essayer d'améliorer notre situation tout en restant nous-mêmes. Donc, j'ai fait plein de petites démarches pour aller chercher de l'aide via des gens. On a eu de la reconnaissance avec la sortie de notre album, Le Temps file. Les Gamics 2016, on a reçu, à vrai dire, gagné 2 prix, meilleur album punk de l'année. Et puis, la plus belle couverture de l'année d'album qui a été faite par Gabriel et Lotilé. Fait que là, on avait gagné 2 prix. On était à égalité avec Safia Nolin ou À la Claire ensemble, je sais pas trop. Fait qu'on a eu beaucoup de publicité. On s'est comme glissé dans les médias, un peu plus grand public, si on veut. Puis là, les gens, ils disaient « Ah, OK, c'est cool, Safia Nolin, tout ça, mais c'est qui Crab? C'est quoi cette affaire-là? » Fait qu'on a eu comme beaucoup de portes ouvertes là, avec ça, d'entrevues, de trucs en Europe, des petits trucs par-ci, par-là. Puis là, fin 2017, où on est en ce moment, on a signé avec un booker. Un booker, c'est
une agence qui va s'occuper d'organiser nos spectacles pour nous au Canada, chose qui est exceptionnelle. On commençait beaucoup à avoir de contacts et tout ça, mais pour des groupes, des fois, à côté administratif ou gérance comme ça prend beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, ça vient un peu piger dans ce qu'on pourrait mettre dans la musique, dans la création, tout ça. Fait que ça, on a signé un truc avec Mothland, qui est la gang de Distorsion à Montréal. Super belle gang. Les autres groupes qui sont sur le label, sur l'agence, super intéressant. Des groupes de New York, des groupes de Montréal, des gars, des filles, toutes sortes de genres de musique. Ça, c'est un super gros plus. On a trouvé des gens qui veulent nous aider à booker une tournée, organiser une tournée l'année prochaine en Europe. Ça aussi, c'est un truc intéressant. Fait que, tu sais, en travaillant fort, là, le prochain album, on est sur le point de l'enregistrer. On reste nous-mêmes, mais la chose, c'est que dans cette industrie, il y a des gens qui nous comprennent aussi. Des fois, il ne faut pas se mettre des œillères puis être amer ou quoi que ce soit, parce que des fois, ça peut être un petit peu difficile. Mais on commence, on a de plus en plus de reconnaissance. On fait des fois des festivals où on ne s'attendrait pas à jouer. Puis en bout de ligne, nous, on a du fun. Puis le monde qui ne s'attendait pas à avoir une bébite comme nous autres font « Hey, c'est le fun aussi ». Donc, tout ça pour dire, on a des trucs comme ça qui avancent. Le prochain album, d'habitude, on fait tout nous-mêmes, auto-produit, tout ça. Là, je vais faire des demandes de subventions. Je vais aller chercher de l'aide par-ci, par-là. Je veux sortir de façon décente. Je veux faire aller voir peut-être pour des nouveaux gens, pour des nouveaux labels, travailler avec des nouveaux gens pour la production de l'album, l'enregistrement, tout ça. Puis je pense qu'en allant chercher en essayant de trouver des nouvelles personnes, c'est pas tout le monde avec lesquels on va s'entendre puis qui partagent notre point de vue, notre vision de la chose, mais il y a tout le temps des gens comme ça. Puis on n'est pas radical, on n'est pas... on est dans notre coin, on est bizarre ou quoi que ce soit. Au contraire, notre musique, c'est l'amour, c'est la vie, c'est le partage, tout ça. Fait, en bout de ligne, on s'entend avec plein de monde. C'est juste que le rendu final est un petit peu plus pointu. Mais ça pour dire, le groupe, on le pousse. Il s'agit d'être sérieux, il s'agit de rester nous-mêmes. Puis en bout de ligne, ça fait longtemps que je suis convaincu de ça, j'ai fait la paix, mais en bout de ligne, les choses viennent à nous. Mais il faut aller quand même tendre la main. Là. C'est ça que je dis, il ne faut pas se fermer les yeux, mais on tend la main aux gens. Des fois, ça marche, puis justement, dans le même ordre d'idée, on se fait des nouveaux amis, on se fait des nouveaux contacts, on peut encore plus partager, tout ça. Donc, 2018, ouais, ça va bien se passer, puis à chaque année, ça augmente. Mais là, 2018, ça va être... pour Crab, je pense que ça va être la meilleure année qu'on a eue. Avec le nouvel album Notre-Dame de la vie intérieure qui paraîtra sûrement peut-être au printemps, je dis quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une belle année 2018 pour le crabisme. Pour ce qui est de la composition dans Crab, les textes, c'est moi qui ai fait. Puis c'est ça peut paraître de loin là, de l'écriture ou vraiment absurde, bizarroïde ou quoi que ce soit, mais encore une fois, la vie, comme on dit. Aujourd'hui, pourrait m'inspirer à faire un texte. Puis, je travaille dans un domaine qui est vraiment non inspirant, mais tellement que c'est non inspirant, j'y trouve inspiration. On parle d'eau usée ici, une usine de traitement des eaux usées. Donc, on parle de quelque chose de vraiment pas artistique du tout, mais étant donné que je trouve que c'est dans un extrême, il y a tellement de choses où juste les gens au travail. Il y a des textes qui parlent de ça, littéralement de gens au travail, puis comment je les vois. Le temps file, c'était la rupture que j'ai vécue avec mon ancienne copine. L'album est que ça. C'est littéralement des petits bouts de journée, des super terre à terre. Mais c'est peut-être le rendu, la façon que je vais écrire ça. Des fois, ça va être... ça apparaît un peu, je trouve, j'ai de la difficulté à l'expliquer, mais par exemple, il y a une chanson, c'est pas vraiment notre single, mais je pense que ça l'est devenu du dernier album qui est déjà bientôt La Lumière. Je suis super content du texte.
Puis justement, c'est déjà bientôt la lumière après quand tu vis quelque chose de difficile, il y a toujours, tu sais, faut que tu gardes, tu gardes le moral, ça va bien aller, c'est tout ça. Puis déjà bientôt, j'avais entendu ça à CISM. La fille a dit « Déjà bientôt, il va y avoir telle affaire ». Mais j'étais comme, c'est donc bien beau, comme, tu sais, elle a pas fait, je veux dire, elle a dit ça comme ça, puis ça m'était resté dans la tête. Fait que là, j'ai dit « T'as-tu vu, ça vient d'un truc que j'ai entendu à la radio ». Puis le texte en tant que tel, c'est vraiment, mettons, ça va parler de ce que je vivais à ce moment-là, mais il y a aussi un parallèle avec mon travail, littéralement, de traitement des eaux. Il y a comme... ah non, j'ai pas les paroles qui me viennent en tête, mais littéralement, si vous écoutez le texte ou vous lisez les paroles, c'est une analogie d'une crise existentielle amoureuse et du traitement des eaux. Fait qu'en bout de ligne, ça rend la chose assez unique, je trouve. Mais en tout cas, tous les textes sont uniques en bout de ligne parce que les gens, on s'inspire de ce qui nous entoure. Fait. Mais là, c'est assez unique vu on vit toutes des fois des ruptures, des situations difficiles, mais le côté traitement des eaux, c'est peut-être plus rare que les gens en parlent dans leurs chansons. Mais donc, c'est ça pour Crabbe, les textes super honnêtes, là. Il y a des trucs, c'est ça que j'aime aussi avec Crabbe, c'est qu'en spectacle, encore, on va jouer, exemple, des chansons de cet album-là, qu'on a joué à tonnes déjà. Puis il y a une espèce de moment sur l'album, c'était comme un dialogue que j'avais écrit pour 2 personnes, puis c'était encore une fois ça, par rapport à ce que je vivais dans le temps. Même encore aujourd'hui, on fait le spectacle, puis on fait jouer ce bout de truc-là, avant la tourne Déjà bientôt la lumière. Puis j'étais encore tout à l'envers, là. Tu sais, ça revient, fait que je me dis, cette espèce, tu sais, c'est le fun de faire un spectacle, puis tu vis des émotions toi-même, tu sais, puis imagine, là, ça doit peut-être transparaître, ou tu peux, c'est le partage aussi avec les gens qui sont là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça que j'aime beaucoup avec Crabbe, puis aussi avec Gab, tu sais, on essaie de se tenir, on a déjà notre concept pour l'album, le prochain, puis on est tout excités avec ça, ça va changer complètement, tu sais. Avec des trucs comme ça, pour un projet de musique, ou un projet quelconque, c'est le fun quand on est allumé d'avance. On sait que ça va durer encore longtemps. Crabbe, peut-être ça va durer jusqu'à la fin de mes jours, je sais pas, c'est parti pour ça. Puis j'ai fait la paix depuis longtemps avec la situation, puis ça fait juste s'améliorer. On va voir où ça va nous mener.